Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo elle va être un peu particulière puisque je suis allée en médiathèque et je me suis dit je vais prendre des livres qui ne sont pas forcément des livres que j'aurais rajoutés comme ça dans ma wishlist. Ce sont des livres dont je connaissais parfois les auteurs ou alors ce sont des livres que j'avais vu tourner sur les réseaux mais que j'avais pas forcément ajouté à ma wishlist. Donc voilà, on est vraiment sur des livres que j'ai choisis tout simplement par opportunité. Pour moi, la chance d'avoir une médiathèque, c'est vraiment l'opportunité de peut-être choisir des livres qu'on n'aurait pas forcément achetés pour découvrir un nouvel univers ou de nouveaux auteurs et peut-être avoir de bonnes surprises. Et puis bah, si c'est pas une bonne lecture, tant pis, on l'a pas acheté quoi. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux. Il s'agit du Sang de la Cité de la série Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian. Mais il faut savoir qu'il fait partie d'une série plus globale qui s'appelle Le cycle de la tour de garde et en fait cette série est écrite à quatre mains, c'est-à-dire qu'on a ici les trois tomes de Capitale du Sud qui est écrit par Chamanadjian, puis de l'autre côté on a une autre trilogie, alors elles sont connectées ensemble mais on peut les lire indépendamment les unes des autres, écrite par Claire Duvivier. On a donc deux intrigues complètement indépendantes l'une de l'autre, on n'est pas obligé de lire la totalité des 6 livres, mais évidemment il y a un point commun entre les deux, puisqu'on va parler de deux cités fortes, capitale donc du sud ici, et puis de l'autre côté la capitale du nord. Et c'est donc la maison d'édition Aux Forges du Vulcain qui a publié ces deux différentes trilogies et donc la totalité du cycle de la tour de garde. Et dans cette histoire, on va suivre Knox, qui est un jeune épicier, je crois, un commis d'épicerie, sauf qu'un jour, il va hériter, bizarrement, d'un livre de poésie, et cette découverte-là va remettre en question, en fait, sa vie entière. Pourquoi? Parce que ce livre de poésie est très mystérieux, et surtout, il raconte un mystère concernant la cité. De ce que j'ai pu entendre un petit peu comme ça sur différentes chaînes YouTube, je ne sais plus exactement, c'était qu'il y avait déjà une forte identité dans ce livre, qu'il y avait vraiment une très bonne ambiance aussi, et tout tourne autour de cette cité capitale du Sud, je crois qu'elle s'appelle Gémina, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai choisi un roman d'une autrice que je viens à peine de lire, puisque j'ai lu Orgueil et préjugés récemment, et il y avait à la bibliothèque Raison et Sentiment, et autant j'avais bien aimé Orgueil et préjugés, mais j'ai pas forcément le besoin d'avoir les livres en physique chez moi, mais j'avais quand même envie de lire un autre roman de cette autrice parce que j'ai bien aimé en fait. Et puis j'aime particulièrement la plume, je la trouve compliquée la plume de Jane Austen. Souvent je me rends compte que je dois quand même bien me concentrer pour comprendre les tournures de phrases, puisque forcément c'était écrit en même pas 1800 je crois, ou 1812, quelque chose comme ça, entre 1796 et 1810, donc forcément les tournures de phrases sont complètement différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour autant, je trouve que c'est très poétique, j'aime bien la manière dont l'autrice écrit, je trouve qu'elle a beaucoup d'ironie dans Orgueil et préjugés, il y a de l'humour subtil mais bien présent si on sait lire un peu entre les lignes. Donc j'avais envie de lire un autre livre d'elle. J'ai commencé la lecture de ce livre, moi j'en suis au chapitre 4, donc vous voyez, euh, ici on va suivre la famille Dashwood et notamment les deux sœurs Elinor et Marianne. Un peu comme dans Orgueil et préjugés, on va se retrouver avec ces problèmes d'héritage. Leur père n'a pas pu leur donner leur héritage pour question familiale encore une fois, et parce que ce sont des femmes, etc. Et elles vont se retrouver sans le sou en fait, hein. Et elles vont donc être contraintes de déménager de leur domicile, donc j'en suis moi à ce moment-là pratiquement du livre. Elles vont tomber amoureuses, Elinor et Marianne, et vont se retrouver tiraillées entre ce que leur impose la raison et ce que leur dicte le cœur. Voilà, donc j'ai commencé, je retrouve la plume très jolie, délicate et poétique de Jane Austen. Voilà, moi ça me plaît, ça me plaît. J'ai encore une fois besoin de me concentrer sur la lecture du texte. C'est pas quelque chose que je peux lire très rapidement. Ceci étant dit, j'aime beaucoup. Et donc voilà, je pense que je vais bien apprécier aussi cette lecture. On verra. Et enfin, je vais vous parler d'un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà dévoré, et pour cause il est tout petit, c'est une petite nouvelle de Mooming avec le bracelet de Jade, qui est un livre paru aux éditions Argile, et ça fait partie d'une collection qui s'appelle Récif, qui va faire paraître plusieurs courtes nouvelles écrites par des femmes venues du monde entier, et particulièrement qui racontent des histoires de l'imaginaire. Ce que j'aime beaucoup dans la littérature,
c'est de lire des livres qui sont de cultures différentes, d'auteurs de cultures différentes. Je trouve ça super intéressant. Le bracelet Jade, c'était la première nouvelle publiée par cette collection des éditions Argile. On va se trouver ici au XVIIe siècle en Chine, en 1640, au moment où il y a pas mal de problèmes dans l'Empire, et on va suivre Chen, une jeune fille qui, un jour, dans un marché, va se voir offrir un mystérieux bracelet de jade. Ce bracelet de jade, dont on ne sait pas comment il a pu être réalisé, va être l'occasion d'une discussion avec son père et ça va amener à des sujets très variés comme l'art, la philosophie, je pense le sens de la vie, avec son père donc qui est un ancien haut fonctionnaire de l'État, mais qui aujourd'hui s'occupe particulièrement de son jardin, et c'est aussi une notion très importante dans le livre. D'ailleurs, l'avant-propos nous explique pourquoi le jardin était si important, parce que ça fait partie entièrement de la culture chinoise. Ils disent dedans que le jardin c'était, j'avais noté ça, mais je sais plus où je l'ai mis. Les jardins ont souvent été présentés dans la tradition textuelle chinoise comme des espaces d'appréhension, de compréhension du monde et de l'univers. Voyez. Donc ça a vraiment beaucoup d'importance dans la culture chinoise. Et c'est vrai que l'avant-propos du livre est hyper important parce que ça nous explique à nous qui ne sommes pas de cette culture, qui ne connaissons pas forcément très bien la culture chinoise, encore moins du XVIIe siècle, eh bien ça nous met en fait dans le contexte de pourquoi les jardins étaient importants, pourquoi c'est si important dans le livre. Et d'ailleurs je souligne le travail de traduction. Il s'appelle Gwenaël Gafric. Ouais, je souligne son travail parce que ça a dû être vraiment particulièrement difficile de traduire ce texte parce qu'il dit qu'il y avait pas mal de références culturelles et historiques. Donc vraiment bravo pour ce travail de traduction. Ici, on est vraiment sur un récit très contemplatif. Le texte est très poétique, il y a vraiment beaucoup de poésie et au niveau de l'ambiance, c'est extrêmement bien réalisé parce qu'on ressent vraiment totalement l'ambiance de ce livre. Toutes les descriptions des jardins, de l'art, c'est vraiment prenant en fait. Et aussi par sa culture, par tout ce que ça peut transmettre de la culture chinoise au lecteur, puisque on a effectivement l'importance des jardins, on a aussi toute une partie politique et historique dans le livre qui est très bien racontée d'ailleurs. Et il y a aussi beaucoup de sujets par rapport à la philosophie et à l'art, donc c'est très très empreint de culture chinoise, et ça j'ai beaucoup aimé. Cependant, je suis obligée de dire que pour moi le texte a été très compliqué et fastidieux à lire, parce qu'il y avait beaucoup de passages, d'ailleurs en fait tous les passages que j'ai mis en jaune, vous voyez, c'est les passages que je n'ai pas compris. Voilà, j'ai c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Il y avait beaucoup de concepts en fait qui sont déclinés dans ce livre que je n'ai absolument pas compris, qui étaient complètement pour moi abstraits. Il y avait beaucoup de descriptions un peu métaphoriques, je pense. Il y avait aussi, alors je sais pas si c'est onirique, fantastique, ou si ce sont des métaphores, j'ai pas vraiment compris le sens. C'est ça le problème que j'ai eu dans ce livre, c'est que j'ai pas compris le sens de ce que ça voulait nous dire. J'ai compris la partie historique et politique, ça oui, puisque c'était plus terre à terre, mais tout ce qui était un peu en volet philosophique, réflexion sur la vie, mais en plus c'est mêlé d'art, et en fait, je pense que déjà si on connaît pas les techniques, alors il y a des techniques mathématiques, il y a des techniques d'art, de peinture, de l'architecture aussi à mon sens, et alors là j'étais complètement paumée quoi. J'étais complètement perdue et j'arrivais pas à comprendre. Je voyais où ça voulait en venir dans la métaphore, mais j'arrivais pas à la comprendre en fait. Du coup j'ai trouvé que ma lecture était assez fastidieuse, et surtout je me suis retrouvée un peu détachée de l'histoire. J'ai pas du tout été accrochée aux personnages, malgré ce qui peut leur arriver ou leurs réflexions et tout ça. Je me suis pas sentie accrochée aux personnages du tout, et j'ai trouvé que c'était très figuratif, abstrait, et j'ai pas saisi le sens réel, la signification du livre. Il y avait pas mal de concepts, par exemple le vide sur l'espace, le vide omniprésent. Vraiment, je ne comprenais pas quoi. Je sais pas si c'est parce que je connais pas la culture chinoise, je sais pas si c'est parce que je connais pas suffisamment l'art, la peinture, l'architecture ou quoi que ce soit, je sais pas, je sais pas. Le père va donc expliquer ses principes d'art ou d'architecture et de peinture à sa fille, et à partir de là, il va construire son jardin. Et là, par exemple, ils nous disent pourquoi construire le jardin selon le principe du mouvement intérieur. C'est non seulement le cas des pavillons et des terrasses sur la berge, mais aussi de chaque pierre et de chaque arbre de ce jardin, avec des dispositions variées qui suivent ce principe, le mouvement intérieur. Pourquoi construire le jardin selon son principe?
Je comprends pas en fait. On a aussi le principe d'inversion mutuelle. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre la métaphore. Donc autant je peux saluer le travail de l'autrice, du traducteur, toute la culture qu'il y a dans ce livre, la richesse de la culture que l'on retrouve dans ce livre et aussi de l'histoire, parce que ça c'était intéressant, mais tout ce qui était un peu plus onirique, artistique, je ne l'ai pas saisi en fait. Sur cette chaîne, moi j'ai décidé de noter des avis, non pas par rapport à la qualité de l'écriture du livre, etc., mais par rapport à ma lecture, si ma lecture m'a plu ou pas, et donc c'est totalement subjectif. Moi j'ai mis à ce livre un 2,75 parce que même si je reconnais les qualités du livre en tant que tel, et de la plume en tant que telle, et du travail de recherche en plus qui a été fait par l'autrice, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture parce que je ne l'ai vraiment pas compris. Je vous assure, j'ai fermé le roman et j'étais là, je n'ai pas compris. C'est un peu frustrant du coup. Donc je lui mets la note de 2,75, mon avis totalement subjectif et de ma compréhension, encore une fois, hein, c'est pas... voilà, c'est juste moi personnellement. C'est toujours un peu pénible de donner une note mauvaise à un livre dont on reconnaît les qualités, mais qui nous a pas plu à nous dans la lecture. J'aurais vraiment beaucoup aimé l'aimer, mais vraiment, j'ai pas compris quoi. Donc voilà. Dites-moi si vous l'avez lu. Quelle a été votre expérience de lecture avec ce livre? Je vous retrouve pour la suite de mes avis lecture de ces emprunts à la médiathèque. Me revoici donc à Lima pour vous tourner la suite de ce vlog lecture. J'ai donc terminé Raison et Sentiment de Jane Austen. Alors au début, ce livre m'a plutôt convaincue, m'a plu même. On était sur les 100 premières pages du livre, j'étais déjà très accrochée à ce qui se passait dans le roman. J'ai vraiment bien apprécié les péripéties de la famille Dashwood, vraiment la mise en contexte de l'histoire de cette famille, découvrir leurs difficultés après la mort de Monsieur Dashwood et vraiment rentrer dans ce que c'est que l'injustice de leur situation finalement, puisque l'histoire c'est que Henry Dashwood, lui, il avait eu un premier mariage, il y avait eu un fils, il s'appelait John Dashwood. Ensuite, Henry Dashwood, donc le père, s'est remarié avec la mère de Elinor et de Marianne. À cause des règles successorales de l'époque, tout devait revenir à John Dashwood, donc son fils issu d'un premier mariage. Le père avait demandé à son fils de donner de l'argent aussi à ses filles et à sa femme actuelle. Sauf que son fils, il va trouver toutes les excuses, d'ailleurs c'est assez drôle dans le livre, de voir à quel point même sa femme d'ailleurs, à John Dashwood, va l'influencer pour finalement faire en sorte qu'il ne donne rien du tout à ses sœurs et à sa belle-mère. Et du coup, après la mort de Henry Dashwood, son fils et sa femme, ils vont carrément s'installer dans le domaine familial et ils vont faire en sorte que la mère, donc Madame Dashwood, Elinor et Marianne, partent de ce domaine pour aller en campagne dans un tout petit cottage anglais qui vaut pas grand chose parce qu'il ne leur donne rien et voilà, elles se retrouvent dans cette situation-là en fait. Je trouvais que vers la moitié du roman, ça commençait à s'essouffler un petit peu au niveau de l'histoire. Déjà, la première partie, c'est quand même une bonne critique sociale. À partir de la moitié du roman, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fastidieux à lire, long. Il y a beaucoup de personnages, encore une fois, mais ils s'appellent tous Madame John Dashwood, Madame Dashwood, Miss Dashwood. Au bout d'un moment, tu te perds dans les personnages. Par exemple, Elinor, on l'appelle Elinor, des fois Miss Dashwood. Et il y a des moments, il fallait vraiment que je me concentre sur la lecture. Ça m'avait fait la même chose avec Le Haut du Hurlevent, où je lisais la page Wikipédia en même temps avec l'arbre généalogique, parce que je me perdais dans les personnages. Et là, je me suis un petit peu perdue aussi. Et surtout, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intrigues secondaires qui m'ont vraiment pas captivée. C'est-à-dire qu'on part vraiment dans le détail de plusieurs personnages où on voit, et c'est important pour l'histoire, et ça on le sait à la fin, mais vraiment toute la moitié du roman, les histoires des autres personnages, les histoires secondaires des autres personnages, avec leur mariage, pourquoi leur mariage, qui ils aiment pas, qui ils trahissent et tout. J'ai trouvé que c'était franchement vraiment long et fastidieux à lire, ça m'a pas beaucoup intéressée en fait. J'ai trouvé que Elinor et Marianne, qui sont les personnages principaux, finalement ils étaient noyés parmi beaucoup d'autres personnages et beaucoup d'autres histoires d'autres personnages aussi. Les romances n'allaient pas ensemble. Et j'ai l'impression que c'était vraiment forcé avec Marianne, ça m'a pas plu. Pour moi, ça m'a vraiment pas convaincue et j'ai trouvé qu'à la fin, finalement, c'était une romance un peu forcée parce que elle se retrouve à la campagne, il n'y a pas beaucoup d'hommes à disposition, donc voilà. Et j'étais franchement assez déçue de cette conclusion, quoi. Je trouvais pas que les romances étaient très réussies et ça m'a pas engagée personnellement dans la romance en fait. Il
Il y avait beaucoup de détails sur leur parcours en calèche, à cheval, pour aller dans tel endroit, ils passent des mois là, et c'est long, et c'est long, et c'est long, on n'en arrive jamais au bout. Et tout d'un coup, à la fin, ben, ça se résout en quelques chapitres à peine finalement, et j'ai trouvé vraiment dommage parce que c'était enfin la résolution de toute cette histoire, de tous ces relations entre personnages, et ça s'est fini très vite. Et moi, j'ai pas cru dans les relations à cause de ça, à cause de ce fait que justement pendant tout le livre, on nous dit ben elle l'aime pas, elle aime pas ce personnage-là, et finalement elle se finit avec ce personnage-là alors qu'il y avait vraiment pas d'alchimie entre les deux. Et du coup, pour moi, ça fait forcer et ça fait pas naturel. Donc voilà, je dois dire que ce roman-là, il m'a pas vraiment convaincue parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une inégalité au niveau du rythme. Autant les 200 premières pages étaient pour moi vraiment intéressantes. Ensuite, c'était étiré en longueur, je voyais pas l'intérêt. Et puis la fin, c'est résolu en 2-3 chapitres. Même pas, je sais plus. Mais en tout cas, c'était résolu très rapidement par rapport au milieu qui était très long, quoi. Je pensais que Jane Austen, c'était pour moi, avec Orgueil et Préjugés, j'avais réussi à vraiment apprécier cette lecture, c'était pas mal, mais finalement, je comprends les critiques qui disent que ouais, Jane Austen, c'est pas forcément toujours facile à lire, c'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup de personnages, et effectivement, j'ai totalement ressenti ça dans Raison et Sentiment. Pour moi, c'est un 3 étoiles. Ça ne m'empêche pas d'être très heureuse de l'avoir lu parce que je le lis aussi par culture personnelle. Il y a d'ailleurs un autre livre que j'ai lu là, dont je vous parlerai dans une autre vidéo, où justement il y a des références à des personnages de Jane Austen, notamment Elinor et Marianne Dashwood. Ce qui fait que voilà, quand on lit un livre classique, après on a des références, même si on n'apprécie pas forcément le livre. D'abord on sait de quoi on parle, parce que je peux dire pourquoi j'ai pas aimé particulièrement ce livre. Et quand il y a des références nombreuses dans plein de romans à Jane Austen, à ses œuvres et à des personnages, ben je sais de quoi on parle et je sais pourquoi ils disent ça, parce que moi-même j'ai eu l'expérience de lecture. Donc c'est pas du temps de perdu, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter un petit peu avec Jane Austen, parce que là, c'était un petit peu fastidieux quand même, je dois dire. Et j'ai aussi lu Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Ce livre-là, je l'ai emprunté parce que vraiment, j'y ai vu que des bonnes critiques. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Capitale du Nord, qui est un petit peu moins aimé, mais Capitale du Sud, j'ai vraiment vu que des très très bonnes critiques sur ce livre. Et moi, je viens vous faire une critique qui n'est pas très positive. Donc, je vous préviens tout de suite, si vous avez aimé ce livre, bon, on n'est pas, je pense qu'on n'a pas ressenti les mêmes choses. Et puis, si vous ne connaissez pas ce livre, ne soyez pas rebutés par ce que je vous dis, parce que il a plu à beaucoup de gens. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas tellement apprécié cette lecture aussi, hein, ça va être construit, vous inquiétez pas. On va suivre un personnage qui s'appelle Nox, et surtout, on va le suivre à travers cette cité qui s'appelle Gemina, parce que la cité, c'est vraiment un personnage à part entière dans ce roman. On va vraiment parcourir la cité de Gemina à travers le personnage de Nox. Il va se passer un événement marquant. Et donc, suite à ça, on va lui offrir un recueil de poésie, et dans une de ces poésies, il va y avoir un texte qui va le chambouler un petit peu et qui va lui faire questionner son existence, l'existence de Gemina, etc. C'est vrai que l'intrigue qui était décrite dans le résumé était bien plus importante que moi, l'impression que j'ai eue de l'intrigue du livre. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue moi, en tout cas. Alors très honnêtement, moi, dès les premières pages, j'ai senti que ça allait être une lecture un petit peu fastidieuse et moyenne. Je sais pas, c'est déjà dès les premières pages, j'ai senti le truc un peu venir. Ce qui m'a dérangé dans un premier temps, c'est quand même la plume de Chamanadjian, qui me semblait avait été plutôt appréciée. Encore une fois, mon avis est subjectif et je suis pas obligée d'être d'accord avec les autres. Et là, pour le coup, la plume, pour moi, elle a un souci, c'est qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui sont introduits. Ça dure pratiquement tout le bouquin. C'est-à-dire qu'on t'introduit des personnages, des familles, des clans, des endroits de la cité. On te parle de choses dont tu n'as aucune idée et tu devines de quoi ça parle plus ou moins, mais t'as vraiment jamais d'explication. C'est-à-dire que tu te débrouilles avec des indices qu'on te donne, notamment par exemple la recluse. On parle de la recluse, la recluse, la recluse. C'est quoi la recluse, s'il te plaît? Et je crois qu'on a l'explication rapide, en plus très succincte, après 350 pages. Je me suis quand même pas mal aidée du lexique, du glossaire qu'il y a au début du roman, et à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, j'allais voir pour essayer de comprendre un peu mieux, mais j'ai trouvé que c'était fastidieux à comprendre. Donc j'avais vraiment cette impression de confusion, de manque de clarté, et surtout aussi la plume est tellement détachée
j'ai trouvé que je ne me suis pas du tout attachée au personnage. Et ça, c'est problématique, parce que si déjà l'intrigue est pas très étoffée, parce que j'ai trouvé que l'intrigue était pas très étoffée, si tu comprends pas forcément tous les termes et t'as pas vraiment d'idée claire de ce qui se passe finalement parce que c'est flou, et qu'en plus t'aimes pas les personnages, la lecture est fastidieuse, et c'est ça qui a fait que mon expérience de lecture était pas formidable, parce que vraiment je me suis pas du tout attachée au personnage. Finalement le personnage qu'on voit le plus souvent c'est Nox, et moi alors j'ai pas du tout cru à son aventure, parce qu'il est commis d'épicerie, on va lui donner des rôles, mais vraiment des rôles principaux et pas qu'un seul. Et juste, c'est absolument pas crédible parce que le gamin, il a 17 ans et de la manière dont il est décrit, alors on veut nous dire qu'il est un peu intelligent, puis en même temps, on voit qu'il est un peu naïf. Donc là aussi, ça fonctionnait pas avec moi. Je voyais pas c'est quoi son caractère réellement. J'avais un peu du mal avec ça. Et les rôles qu'on lui donne ne correspondent pas à son caractère et ne correspondent pas à sa description physique. Parce qu'à un moment donné, il va se battre avec un personnage, et ça m'avait choqué parce qu'il dit bon bah j'étais tout mince, j'étais là, qui faisait pas du tout physiquement l'aplomb avec son épée pour combattre un personnage, et en plus qui lui est arrivé à la ceinture, à peine à la ceinture. Et moi j'imaginais un tout petit gamin de 17 ans, parce qu'il a 17 ans, et je me dis c'est pas crédible cette situation, et surtout qu'il est trop jeune par rapport à la famille qui est très puissante, qui peut avoir des gens qui sont experts dans leur domaine. Pourquoi est-ce qu'ils vont confier des tâches comme ça à ce gamin-là? Je vois pas. Je n'ai pas cru, je me suis pas attachée au personnage. Il y a très peu d'émotions, ça manque d'émotions. Donc tout ça fait que je suis toujours restée sur ma faim. Finalement, ce que j'ai aimé moi dans ce texte, c'est que je trouve qu'effectivement la ville, la cité de Gémina est très réussie, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est dans l'ambiance, voilà. Ça m'a fait penser quand même à quelque chose de très médiéval, mais aussi très méditerranéen, parce qu'on a des oliviers qui sont très importants, on a toute cette culture du vin qui était vraiment très très bien décrit. Moi j'ai beaucoup aimé parce que je suis une bonne vivante, j'aime la gastronomie, donc là c'est vrai que vraiment tout ce qui est autour du vin, des vignes, de faire pousser le vin dans la cité, c'était vraiment chouette. Tout ce qui était au niveau de la nourriture, des mets, lui il est commis d'épicerie, donc il y a tous ces personnages qui veulent goûter à des nouvelles choses. Ça c'était très très présent, mais moi j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'une intrigue, j'ai besoin d'aimer les personnages, j'ai besoin qu'il se passe des choses auxquelles je crois, et ça n'a pas été le cas malheureusement pour moi dans cette lecture. En tout cas, j'ai absolument pas apprécié assez cette lecture, les enjeux, les intrigues, etc. et les personnages pour avoir envie de suivre la suite. Donc je vais m'arrêter là dans la série. Au moins je l'ai testé, écoutez, c'était ça aussi hein, le but. Je vais donc arrêter la série ici avec le premier tome de Capitale du Sud, le sang de la cité de Shamanadjan. Je ne vais pas poursuivre cette lecture. Voilà, donc écoutez, moi j'ai mis à cette lecture un 2,50. La moyenne parce que y avait des éléments très bien, mais il y avait beaucoup de manques à mon sens. En conclusion, on peut dire que j'ai pas forcément choisi les meilleures lectures pour moi, puisque la moyenne est assez basse quand même sur ces 3 emprunts. Si vous avez lu les livres que j'ai présentés aujourd'hui et que vous, à l'inverse, vous les avez vraiment aimés, n'hésitez pas aussi à partager vos expériences dans les commentaires. Comme ça, moi je sais vraiment ce qui vous a plu. Et vous savez ce que j'ai pas aimé. C'est un échange. Est-ce que vous avez l'habitude d'aller en médiathèque et de tester comme ça aussi des livres vers lesquels vous ne seriez pas forcément allé en termes d'achat? Comment vous consommez les livres de médiathèque ou de bibliothèque en tout cas? Dites-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour un prochain vlog lecture, update lecture, on verra. À très vite, ciao les amis!